Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo de notre concept sortie de salle. Dans cette vidéo, je vous fais part de ma réaction et de ma critique à chaud du film Avatar de feu et de cendres. C'est parti. Donc il y aura une partie sans spoiler et avec spoiler. Ne vous inquiétez pas, je vous préviens en vidéo. Bon visionnage. Alors clairement j'ai préféré ce troisième volet au deuxième. Bon, si on peut parler de troisième volet car on a une impression que c'est plutôt un 2.5. Car le peuple de l'eau, tout ce qu'on a appris dans le 2 est encore très présent dans ce troisième volet. On a plus l'impression que c'est le deuxième partie 2 plutôt qu'un troisième volet. Donc au niveau des effets spéciaux, rien à dire, parfait, hein, du Avatar dans toute sa splendeur. On a un rythme beaucoup plus soutenu que dans le 2. Le 2, on prend plus le temps de faire découvrir le nouveau peuple de l'eau. On a quand même droit facile à 45 minutes, 1 heure ou de panorama au niveau des poissons, au niveau de la mer, au niveau de l'eau. Là, on a un rythme beaucoup plus soutenu. On s'ennuie moins. Bon, je vous en dis pas plus, mais par exemple, on nous fait découvrir encore de nouveaux clans, mais cette fois, on prend pas 45 minutes, voire 1 heure du film pour nous présenter l'environnement et tout ça. On n'a pas le temps. Là, on est dans un rythme beaucoup plus soutenu que dans le 2. Et du coup, les 3 heures de film, on les voit beaucoup moins passer, quoi. J'ai trouvé que ce troisième volet aussi était beaucoup plus tourné vers la nouveauté que l'originalité. Le 2, il y avait beaucoup de similitudes, certains passages copiés-collés par rapport au 1, même si le 1 est de très loin meilleur par rapport au 2. Il y a eu quand même quelques similitudes, quelques clins d'œil par rapport au 1, pratiquement des scènes copiées-collées, quoi. Là, j'ai pas eu cet effet-là au niveau du 3, on était vraiment dans la nouveauté, mais en même temps, oui aussi quand je parle de rythme beaucoup plus soutenu dans ce film-là, je pense que le 2 était là pour mettre en place la nouvelle vague, le retour de cette saga en fait, parce que là on va partir sur 2 autres films encore après le 3, donc il fallait vraiment relancer la saga, la saga Avatar qui a débuté en 2009, et on va dire que le 2 a mis beaucoup de temps aussi à sortir, et il fallait relancer la saga avec de la nouveauté. Le 2, je pense, était plus là pour prendre le temps de mettre en place les choses, ce qui explique le rythme un peu plus lent ou beaucoup plus irrégulier, on va dire, parce que bon, il y a des moments où ça bouge aussi, hein, le 2, mais on prend le temps de mettre en place, on prend le temps de faire connaître les nouveaux personnages, la nouvelle culture, les nouveaux paysages de l'eau, un petit peu comme Jurassic Park, Jurassic World Renaissance, sorti cet été, où là il fallait carrément que la saga Jurassic World se réinvente. On avait aussi cette sensation parfois dans le film Jurassic World de Renaissance qu'on pouvait se faire chier un peu, mais en même temps il fallait mettre en place aussi les nouveaux personnages, les nouvelles idées, prendre le temps, donc c'est pour ça que j'ai pour espoir que le prochain Jurassic World du coup aura un rythme aussi soutenu que Avatar 3 de feu et de cendres. On va voir ça, mais voilà, c'était intéressant de voir ce petit parallèle entre les deux licences. On va dire qu'Avatar 3 c'était clairement la suite que j'attendais après un 2 qui était pas décevant, mais bon, quand on voit ce que le 1 a pu nous envoyer, on peut se dire bon, le 2 on c'est bof quoi. Donc le 3 a bien rectifié le tir, je pense que c'est lui qui a aussi permis de rebooster cette nouvelle génération, cette nouvelle vague de la saga Avatar. Donc oui, on peut dire que soit c'est un troisième volet, soit c'est la deuxième partie du 2, mais en tout cas le 2, la voie de l'eau, on va dire que grâce au 3, le 2 gagne des points, et c'est pareil, hein, sans le 2, le 3 ne vaut pas grand chose non plus, mais on va dire que au niveau de la réalisation, il n'y a pas photo, le 3 est plus intéressant. Ce qui fait d'ailleurs la force du 1, c'est que le 1 se suffit à lui-même, alors que le 2 et le 3, eux, ont besoin de l'un et l'autre pour fonctionner, surtout le 2. Quoi. Le 2, on met en place beaucoup de nouvelles choses, mais on reste beaucoup dans le flou. Là, grâce au 3, c'est un peu plus net sur certains aspects, on voit un peu plus clair, on en apprend un peu plus, on apprend beaucoup de vérité, et c'est ça qui est bien dans ce troisième volet, c'est que grâce à ce troisième volet, on apprécie un peu plus peut-être le 2. Donc pour moi le 3 arrive clairement derrière le 1 si je devais classer les trois films, quoi.
Alors ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film, c'est que le narrateur change. Dans les 2 précédents, on a eu l'habitude d'avoir Jake Sully en tant que narrateur. Cette fois, on a Loak. Donc ça prouve symboliquement qu'en fait, que l'ancienne génération passe le flambeau à la nouvelle. Plus Jake Sully qu'on entend, c'est parce qu'avant on avait l'habitude que Jake Sully nous fasse part de sa vision de Pandora, sa vision des choses, son point de vue. Là cette fois c'est tout passe à travers Loak, mais c'est pas pour autant qu'on a mis les adultes au placard, au contraire, je trouve qu'on les a revalorisés par rapport aux 2. Le 2 qui était très centré sur les enfants, là je trouve que c'est beaucoup plus équilibré, on voit beaucoup plus les adultes autant que les enfants, voire même les enfants un peu moins que les adultes, j'ai cette sensation, mais pour autant c'est pas parce que on passe le flambeau que le monde adulte est mis de côté, au contraire on le revalorise par rapport au 2e volet, et j'ai trouvé ça intéressant. Pareil, ce qui est bien dans ce 3e film, c'est que on nous intègre 2 nouveaux clans. Voilà, les marchands du vent, qui eux sont des navy qui ont pour but de faire de l'import-export entre les différents clans. Voilà, transporter de la marchandise et tout ça dans les airs. Mais on n'est pas là 1 heure, voire 2 heures à s'attarder sur comment les mecs vivent ou quoi, on n'a pas le temps. Comme je l'ai dit dans la partie no spoil, c'est un film avec un rythme beaucoup plus soutenu, donc on n'a pas le temps de prendre notre temps à admirer les paysages et tout ça. Donc là, eux vont aider à un moment donné nos héros à un moment clé de l'histoire, mais voilà, ils vont jouer juste leur rôle à ce moment-là, mais on va pas s'attarder pendant 3 plombes à savoir comment eux vivent la chose. Pour apprendre leur culture ou quoi, on n'a pas le temps, et ça casse un petit peu, on va dire, la façon de faire des 2 films précédents, où là, dans le 1, il fallait apprendre la culture et tout ça des Omaticaya. Dans le 2, la culture des Metkayina. Là, cette fois, on a 2 nouveaux clans intégrés. Donc les marchands du vent et le clan des cendres, mais cette fois ils vont soit aider à un moment clé de l'histoire, soit passer pour les antagonistes. Donc là je pense plus au clan des cendres, à un moment clé de l'histoire, mais on va en apprendre voilà, juste ce qu'il faut sur eux, mais on va pas s'attarder non plus des plombes là-dessus. Et ça j'ai trouvé ça bien. Ça évite justement de casser le rythme du film, et de faire justement que les 3 heures ne paraissent pas trop longues et qu'on ne s'endorme pas devant le film. Je pense que le 2 aurait été beaucoup plus intéressant en plus court, parce qu'il faut poser le contexte. Quand il y a des personnages aussi importants pour la suite ou quoi, il faut prendre le temps, mais je pense que ce style de film devrait être plus court. Et en parlant de nouveautés, cette fois, ce que j'ai trouvé bien aussi dans ce film-là, c'est qu'on a donné un visage à Eywa. Donc là, on se rend compte que Eywa existe, que c'est un être vivant comme un autre, avec des pouvoirs surnaturels, mais voilà, on peut poser un visage sur Eywa. Bon, on le voit pas beaucoup, mais voilà, on voit une partie de son visage, et c'est pas comme chez nous où où nous on a notre religion avec notre dieu, où on voit pas si vraiment il existe ou quoi. Enfin, là il n'y a pas de doute, on sait que c'est un être vivant avec des pouvoirs surnaturels, et que cette femme, cette déesse existe. Ce qui est bien, c'est que ce film aussi a répondu à beaucoup de questions, des choses qui ont été mises en place, des choses qui pouvaient être intéressantes, qui ont été mises en place dans le 2, beaucoup d'interrogations. On a eu beaucoup d'interrogations après ces choses-là, et enfin, ce 3e film répond à ces questions-là, notamment sur le comment Kiri est né, voilà, comment l'avatar de Grace a pu donner naissance à Kiri. Donc là, en gros, je vais vous expliquer. Au moment où Grace, dans le premier volet, est mourante, le clan Omaticaya fait appel à Eywa pour essayer de sauver Grace, enfin essayer de transférer la conscience de Grace dans le corps Navy, dans l'avatar. À ce moment-là, Eywa n'y parvient pas, mais il va transmettre justement ce qui deviendra Kiri par la suite, un autre être vivant dans l'avatar de Grace, et cet être vivant-là, c'est ce qui va être c'est ce qui va devenir en gros le bébé. En gros, pour la faire courte, à ce moment-là, Eywa permettra de donner naissance à Kiri via l'avatar de Grace, et c'est exactement elle en fait. Donc en gros, Eywa lui offre une seconde vie, et là c'est clairement de la réincarnation, car c'est exactement Grace qui renaît dans son avatar,
Donc en gros c'est un Grace bis Kiri quoi. Et quand Kiri grandira, elle aura le physique similaire de l'avatar de Grace. Donc en gros c'est une réincarnation de Grace. On en apprend aussi un peu plus, mais pas énormément non plus. Ils sont pas encore allés assez loin là-dessus, mais sur la mère de Spider, voilà, on a à un moment donné le colonel Quaritch qui parle à Spider et qui parle de sa mère, vaguement, mais on sait que voilà, sa mère a fait partie aussi du combat final du premier volet et qu'elle en est morte à ce moment-là. Ça peut aussi expliquer les motivations de Quaritch. Le fait qu'il ait perdu aussi sa femme peut aussi comprendre aussi cette haine de vouloir se venger. Et là déjà ces quelques éléments-là permettent de sauver un petit peu le 2. Comme je l'avais expliqué précédemment, le 3 permet aussi de rendre le 2 un peu plus intéressant. Dans ce troisième volet, ce qui est bien, c'est qu'on a eu le droit aussi à notre petite dose de nostalgie du premier volet, ce qui avait manqué cruellement dans le 2, où là on repartait carrément sur quelque chose de nouveau, mais des fois quand c'est trop nouveau et qu'on perd l'identité d'origine, ça peut être aussi déstabilisant, notamment avec le retour de Toruk. On aperçoit aussi à un moment donné l'ancien clan Omaticaya du premier volet justement, avec Eituken, Tsute, Grace, voilà les personnages morts du passé, on les revoit à un moment donné quand nos héros se connectent à l'arbre des âmes des Medcaïna. Et aussi pour la bataille finale de ce troisième volet, on a à nouveau toute cette alliance de tous les clans de Pandora, de tous les clans Na'vi, et avec le retour de Toruk justement aux côtés de Jake, on a un peu cette scène similaire avec la fin du 1 aussi, où Jack avec Toruk vont chercher et vont faire appel aux autres clans. On voit des clans justement qui avaient participé à la bataille finale du 1 qui sont de retour aux côtés de Jack à ce moment-là. Donc ça faisait plaisir aussi de voir cette nostalgie. Donc certes, c'est du réchauffé, on a déjà vu ça, mais ça fait aussi du bien de revoir aussi ce qui a justement fait que le 1 a fonctionné aussi. On peut dire que ce troisième volet, c'est un retour aux sources, mais avec quand même de la nouveauté intéressante. Et des fois, un retour aux sources, ça ne fait pas de mal, au contraire. Autre chose d'intéressant aussi, on s'est jamais posé la question dans les films précédents, comment les masques des humains font pour avoir de l'oxygène constamment. Et là enfin, Avatar 3 appuie sur ce point-là, et c'est ce qui va faire que Spider va être un élément clé dans ce troisième volet, car à un moment donné, Spider vit constamment avec son masque, et à un moment donné, on apprend que son masque, il tombe en panne de batterie, il tombe en panne, voilà, il est HS, il ne peut plus fournir assez d'oxygène, donc il est obligé de le changer régulièrement, et à un moment donné, il va être en danger. Il a plus le masque de rechange, et là Kiri, donc on sait tous maintenant qu'elle a un rapport assez particulier avec Eywa, va faire appel à Eywa pour sauver Spider, et Eywa va transmettre le don à Spider de pouvoir respirer le gaz de Pandora sans danger. Du coup Spider ne dépendra plus de son masque, et c'est ce qui va faire que Spider après va aussi devenir un élément clé de ce film, c'est que les humains vont s'y intéresser pour savoir comment vivre sans porter de masque, sans dépendre de masque sur Pandora, car le but c'est aussi de pouvoir rapatrier la population terrestre sur Pandora pour pouvoir y vivre normalement, car la Terre n'est plus vivable à l'heure actuelle. Donc j'ai trouvé ça super intéressant qu'enfin on appuie sur ce point-là aussi, parce qu'on peut se demander, pendant déjà les 2 films précédents, on peut aussi se poser la question du comment les humains font pour avoir toujours le même masque en permanence, quoi. Et ça fait partie des nouveautés intéressantes, parce que ça complète encore une fois les précédents films aussi, et en même temps ça rajoute quelque chose de nouveau à l'intrigue. Donc ce qui est bien et en même temps me pousse à dire que au lieu que ce soit un troisième volet, c'est plutôt un 2.5, c'est qu'on continue un petit peu sur l'histoire aussi de Payakan et des Tulkun. Donc c'est encore quand même très centré sur le monde marin, beaucoup moins, mais assez quand même. Et en gros, on a eu l'impression aussi à certains moments dans ce film, moi j'ai eu l'impression que certains éléments, certains problèmes qui n'étaient pas réglés ou qui n'ont pas pu être réglés dans le 2 ont été réglés aussi dans le 3. C'est pour ça que en fait ça me pousse de temps en temps à dire que en fait c'est plus la deuxième partie du 2 que un troisième volet en fait. Pour moi c'est plus
Avatar 2 partie 2. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, voilà, certaines interrogations, certaines conclusions qu'on aurait dû avoir déjà dans le 2, le 3 permet aussi de rattraper cela, avec notamment Payakan qui retrouve son clan. Voilà, le Tulkun qui était banni parce que chez les Tulkun, c'est interdit de tuer. Payakan, lui, tout ce qu'il voulait, c'était tuer, mais pour la bonne cause, hein, sauver son clan, sauver les maîtres Kaina, sauver Pandora. Mais voilà, il a fallu quand même pas mal de temps pour les Tulkun à comprendre cela. Il va même être jugé pendant ce troisième volet et au final il va être officiellement exclu à un moment donné pour ensuite être réintégré à la fin parce que on comprend que là maintenant il faut changer de vision et là-dessus quoi. Les Tulkun ont changé un petit peu leur manière de penser et ont donné raison à Payakan qui a pu être réintégré du coup dans le clan des Tulkun. Donc ça c'est quelque chose d'assez positif et que le 3 aussi permet de clôturer aussi ce qui n'a pas été fait dans le 2. Donc ce qui est positif dans tout ça, c'est que quand les Tulkun se font chasser, ils vont pouvoir enfin se défendre. Ce qui n'était pas le cas avant, ils étaient obligés de subir parce qu'ils ne pouvaient pas répondre, parce que s'ils répondaient, ils pouvaient tuer à ce moment-là et tuer des êtres vivants, que ce soit les hommes du ciel ou d'autres menaces sur Pandora. Cela était interdit dans le règlement des Tulkun. Ce qui est marrant dans ce troisième volet aussi, c'est qu'on a deux couples différents qui ont une vision totalement différente. On a encore le couple héroïque formé par Jake Sully et Neytiri. Et on a d'un côté le couple avec Quaritch et Varang, la Tsaïd du clan des cendres, qui eux vont aussi se rapprocher et former un couple, mais d'antagonistes cette fois. Donc on a vraiment deux couples différents avec deux visions différentes. D'un côté on croit en Eywa, de l'autre on n'y croit pas. D'un autre côté on cherche la paix, de l'autre on cherche la vengeance, la violence, la mort. Donc c'est vraiment deux visions différentes. Après on ne sait pas si dans ce couple démoniaque tout est fait par intérêt ou s'il y a vraiment un rapprochement sincère. Mais en tout cas voilà, c'est assez marrant d'avoir ça. Donc juste pour vous préciser du comment on en est arrivé là. En fait Quaritch est toujours à la recherche de Jake en gros et à un moment donné il va s'allier au clan des cendres qui lui est contre tous les autres clans Na'vi qui est sur Pandora et il va se servir d'eux. Bon, les deux vont se servir mutuellement pour traquer les autres Na'vi et Jake. L'intérêt du clan des cendres c'est d'avoir des armes beaucoup plus fortes parce que du coup le fait d'avoir Quaritch dans les rangs ça permet d'avoir des armes un peu plus puissantes que des arcs ou des flèches. Là ils se font directement fournir par l'armée de la RDA en armement, donc eux ça les arrange sur ce côté-là. Et lui, Quaritch, ça l'arrange aussi parce qu'il a des gens, il a des soldats qui pourront connaître un peu plus le terrain, s'adapter à l'environnement. Et ça, c'est un point aussi crucial dans la traque de Jake Sully. Donc c'était intéressant aussi de voir ça dans le film. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au fur et à mesure des films Avatar, au fil des films, les Na'vi sont de moins en moins parfaits par rapport à l'être humain. Avant, dans le 1, on nous vendait une planète avec tous les peuples en paix, avec la même religion, le monde des bisounours quoi. Là maintenant, plus on avance dans l'histoire, plus on s'aperçoit que les Na'vi ont aussi des torts et peuvent aussi se faire la guerre entre eux et que au final sur toute planète, que ce soit la Terre ou Pandora, il y a des conflits même interne. Par exemple, avec le clan des cendres, qui lui ne croit pas en Eywa et cherche à voler, à combattre aussi, à s'attaquer aux autres clans pour voler les ressources, etc. Donc les Na'vi au final ne sont pas aussi parfaits là-dessus, en tout cas pas plus parfaits que nous là-dessus. Dans le 2 aussi, on avait commencé à voir qu'ils pouvaient être aussi un peu racistes entre eux, notamment les maîtres Kaina, qui ont eu du mal à accepter des gens, des Na'vi issus de la forêt, la famille de Jake. Ils ont fini par accepter, mais ils ont eu quand même du mal au départ. Il y a vraiment qu'à la fin du deuxième volet où là, ils sont officiellement acceptés, mais ça a mis quand même pas mal de temps. Donc, il y a du racisme, des guerres, des religions au final où personne n'est vraiment d'accord. Parce que voilà, la majorité des clans Na'vi croient en Eywa, mais par exemple, les cendres n'y croient pas. Ils se sentent même trahis
par Eywa. C'est à cause de Eywa si leur clan a été ravagé par le passé. Et c'est très intéressant parce qu'on a l'impression qu'au fil des films, les Na'vi reviennent pratiquement au même niveau d'égalité que les humains. Voire même certains qui étaient très humains au départ commencent à se transformer en Na'vi et les Na'vi commencent à devenir de plus en plus humains. Par exemple, on a Jake aussi dans ce troisième volet qui doute de plus en plus de l'armement Na'vi, qui croit de moins en moins en Eywa, au côté spirituel de Pandora, au côté bisounours on va dire. Pour lui, on ne peut pas lutter indéfiniment avec des arcs et des flèches contre l'armée de la RDA qui eux sont bien équipés en armement. Neytiri est même réfractaire au départ, mais au fur et à mesure dans le film, elle commence à utiliser des flèches avec des explosifs. Donc après, au fur et à mesure des films, elle utilise que des flèches, mais d'armement humain en fait. Des flèches fabriquées, modifiées par Jake. Donc à un moment donné, quand elle tire ses flèches, ça explose. Mais ça fait beaucoup plus de dégâts, mais il y a quand même de l'armement humain dans ces flèches-là. Contrairement par exemple à Quaritch, qui lui se transforme de plus en plus Na'vi. Au fur et à mesure du film, plus le film avance, plus Quaritch devient Na'vi. Et on a l'impression que la tendance s'inverse petit à petit. Donc ça a été assez intéressant à observer aussi dans le film. Le fait que les humains au final ne sont pas beaucoup moins que les Na'vi sur beaucoup de points. A noter aussi que vous remarquerez que les Na'vi parlent de moins en moins le Na'vi au fur et à mesure des films. Ce qui explique leur côté de plus en plus humain. Quand je parlais aussi de différence entre les Na'vi, on peut aussi noter que le clan du coup des cendres, lui ne regarde pas les armes vraiment qu'il va utiliser pour combattre, il n'a pas de règles là-dessus. S'il faut utiliser même des armes conçues par les humains pour combattre l'ennemi, ils s'en moquent totalement. Eux, tant que ça fait mal, c'est bon. Contrairement aux Na'vi qui croient un peu plus en Eywa, où eux vont rester un peu plus sur les armes traditionnelles, les arcs, les flèches, etc. Donc avant de conclure, je vais vous faire part de quelques théories par rapport à la fin de Avatar 3. Faut le savoir qu'à la fin de Avatar 3, Quaritch, à un moment donné, se laisse tomber dans le vide, dans un espèce de champ électromagnétique qui désintègre tout sur son passage. Donc je ne sais pas si à ce moment-là, il est rattrapé un peu plus bas par son oiseau ou s'il est vraiment désintégré. Donc on ne sait pas en final s'il est mort ou pas. Pour certaines personnes, il est mort, pour d'autres, il ne serait pas mort. Je rappelle qu'il y a quand même un Avatar 4 et 5 qui sont encore prévus dans quelques années. Et que Quaritch apparemment serait le méchant de toute manière des 5. Donc après, est-ce que Cameron a décidé de changer d'avis là-dessus? On ne sait pas, car je rappelle qu'il reste aussi à la fin Varang, la Tsaïd du clan des cendres qui n'est toujours pas morte, et Parker, l'administrateur en chef de la RDA, qui lui est toujours en vie aussi, donc il reste encore des antagonistes possibles pour l'épisode 4 et 5. Donc le fait d'avoir tué Quaritch n'empêche pas d'avoir des méchants pour la suite, bien au contraire, il y en a encore, et l'épisode 3 se laisse la possibilité d'en avoir. Le clan des cendres est toujours là, et notre administrateur en chef, Parker, qu'on voit bien dans le premier épisode et qu'on revoit, on a aussi l'occasion de le revoir aussi dans ce troisième volet, est toujours là. Donc il y a encore des méchants probables pour les 2 prochains films, et après ça permettrait aussi de tourner la page sur Quaritch et de voir de nouvelles choses dans les prochains films aussi. Après, c'est probable qu'ils reviennent aussi, mais voilà, il y a d'autres méchants possibles. On n'a pas besoin pour moi de Quaritch encore, quoi. Ça me dérangerait pas s'il y a encore Quaritch, mais il n'est pas non plus indispensable pour les prochains. Donc voilà, ça c'était ma petite théorie par rapport à la mort de Quaritch à la fin de Avatar 3. Après, on verra bien ce que l'avenir nous dira. En théorie, Avatar 4 devrait sortir en 2029 et Avatar 5 en 2031. Ce qui est sûr, c'est qu'au moins dans Avatar 4, on devrait retrouver le clan des cendres, en théorie. J'espère qu'on en apprendra quand même un peu plus sur eux, parce que j'ai trouvé que dans l'épisode 3, on en apprenait pas beaucoup sur eux, et on était plus resté sur l'eau au final que dans le feu et les cendres. Donc je trouvais que le titre de ce troisième volet n'avait pas trop sa place par rapport à ce que le film nous a fait voir. Donc j'espère qu'on les mettra beaucoup plus en avant dans le prochain épisode, d'où le fait que Quaritch ne revienne pas, ça pourrait leur laisser beaucoup plus de place à eux
de prendre cette place d'antagoniste principal que Quaritch occupait dans ces films-là, ça pourrait leur laisser cette place-là pour les prochains. Et du coup, donner au clan des cendres un peu plus d'importance dans la suite de l'histoire, et ça permettrait aussi d'avoir un autre antagoniste principal. Petite précision aussi, vu que Loak a été le nouveau narrateur maintenant de Avatar, du film Avatar, peut-être que on va plus se centrer sur la nouvelle génération avec Loak en personnage principal plutôt que Jack Sully et Neytiri dans les prochains aussi. Après avoir, c'est que des théories, des hypothèses, mais c'est probable aussi qu'on s'intéresse un peu plus aux enfants, surtout que l'épisode 4 devrait se dérouler pas mal d'années dans l'histoire après les événements de l'épisode 3. Donc les personnages auront grandi, je pense qu'ils seront arrivés à l'âge adulte, et ça pourrait aussi donner un peu plus d'importance à ces personnages-là. Si la narration a été donnée à Loak dans ce film-là, c'est parce que je pense que James Cameron voulait aussi préparer ce côté-là aussi. Donc moi je vois bien pour les suivants le clan des cendres en antagoniste principal, avec toujours la RDA à côté, et Loak en tant que nouveau héros principal des films Avatar. Voilà, c'était mes petites hypothèses, mes petites théories par rapport à la suite et par rapport à ce que Avatar 3 nous a montré. Et voilà, globalement, c'est un très bon film. N'hésitez pas à aller le voir au cinéma si c'est pas encore fait. Il arrive très largement deuxième juste après le 1. Parce que bon, il ne peut pas être aussi bon que le 1, mais comparé au 2, il est bien meilleur. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Après, il a toujours besoin du 2 pour exister, mais pour moi, il sauve le 2 et surtout, il sauve la franchise aussi. Parce que bon, on aurait eu la même qualité que dans le 2 dans ce film-là, je pense que ça aurait perdu pas mal de personnes. Et je pense que la franchise aurait fini par couler aussi. Donc là, très content de cette suite. J'irai peut-être aller le voir une deuxième fois, histoire de vous faire part d'une analyse critique beaucoup plus approfondie avec une vidéo beaucoup mieux travaillée que celle-ci, qui est plus une réaction et une critique à chaud. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, vous abonner si c'est pas encore fait, à liker la vidéo si vous avez apprécié. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!